Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Cette semaine, on se retrouve pour un épisode sur comment trouver son associé, enfin comment choisir son associé. L'épisode de la semaine dernière sur l'investissement en couple nous avait vachement inspiré. On s'était dit que c'était peut-être une bonne idée parce qu'on n'est pas obligé de s'associer que en couple. On peut aussi s'associer avec un partenaire de business. Et on va vous donner du coup tous nos bons conseils pour choisir correctement votre associé et que ça finisse pas en divorce au bout de quelques mois. T'as déjà eu des gens qui ont voulu s'associer avec toi, à part moi, bien évidemment? Je suis quand même associé avec ma mère Alors dans oui, mais dans une SCI. Ça, c'est la première association que j'ai fait en soi, même avant qu'on s'associe ensemble. Et après, on avait eu un projet d'association avec des amis avocats. D'ailleurs, dédicace à eux s'ils passent par là. Et c'est pas allé au bout juste parce que, entre guillemets, c'était pas le bon timing. En mode, eux, c'était un moment où ils avaient pas suffisamment de temps à y consacrer. Et nous, on était dans trop d'opérations en même temps. j'avoue. Donc, c'était mauvais timing, mais j'ai pas abandonné l'idée. On en a pas reparlé récemment, mais honnêtement, je pense que d'ici l'année prochaine, je relancerai le plan. Et tu penses qu'un jour on s'associera avec quelqu'un d'autre ou Ouais, moi honnêtement, je suis plutôt très ouvert à l'association, mais faut que ça ait vraiment du sens. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, l'association, je suis en train de dire la conclusion de l'épisode avant qu'on commence, mais pour moi, vraiment l'association, c'est la personne à qui tu t'associes doit t'apporter quelque chose en termes de compétences, en termes de répartition de ce que tu as besoin pour faire un bon investissement. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, quelles sont nos cartes? C'est avant tout d'être capable de mener une opération de A à Z, ouais, nous on a l'expérience, l'expérience. le sourcing des biens, par exemple. Maintenant, moi, par exemple, un associé, j'aurais besoin de deux choses, c'est plutôt du financement et de la gestion. Mmh. Oui, de la C'est gestion ce qui me surtout. manque parce que nous, aujourd'hui, bon, du financement, on peut en avoir nous à notre niveau, mais c'est évident que si par exemple vous voulez partir sur un bien de 500 000 ou 1 million, étant donné qu'on a quitté nos CDI, qu'on a recréé une activité, etc., ça serait pas le bon timing. On aurait besoin de s'associer avec quelqu'un qui aurait des très gros revenus ou une situation beaucoup plus stable du point de vue de la banque. Et au niveau de la gestion, nous, c'est un peu le temps qui nous manque. Donc, entre guillemets, il faudrait que soit lui prenne à la charge la gestion, soit à ce moment-là, on se met d'accord pour prendre un gestionnaire et c'est le gestionnaire, enfin, entre guillemets, ça sera un petit peu moins rentable en net parce qu'il faudrait payer le gestionnaire, mais ça pourrait être aussi une alternative. Je sais pas si toi quand t'étais encore en CDI, t'avais déjà eu des exemples d'associations qui se sont super mal passées, mais moi j'en ai eu plein. Ouais, j'en ai eu pas mal aussi. Et en fait, souvent c'était pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que, alors moi j'ai souvent eu 2 ou 3 associés. Et quand ils sont 3, généralement, il y en a 2 qui s'entendent bien et c'est le dernier, c'est la brebis galeuse. Ou sinon, quand ils sont juste 2, c'est souvent que il y en a un qui fait tout et l'autre qui fait rien du tout. Tu vois ce que je veux dire en termes Ouais. de répartition? Et en fait, avec le recul, enfin, c'est des choses qui auraient pu être prévisibles, tu vois? Je sais pas si tu déjà vu ça toi dans ton job? Oui. Après, je pense qu'il faut faire attention, c'est que toutes les associations ne se valent pas en termes de comparaison, dans le sens que, par exemple, nous, dans notre job, on a eu beaucoup d'associations sur des Sur les entreprises, entreprises, oui. sur des gens qui y consacrent 70 heures par semaine, et je pense que ça peut cristalliser les frustrations quand, entre guillemets, t'as un peu des problèmes comme tu racontes, en mode, ils s'entendent pas bien de base, ou ils ont l'impression qu'il y en a un qui en branle moins que les autres. Honnêtement, typiquement, si on revient sur une association dans l'immobilier, franchement, on va pas y passer 70 heures par semaine sur la SCI, donc à la limite, même s'il y en a un des deux qui fait un peu moins de choses, après ça c'est des choses qu'il faut définir à l'avance. J'aime pas trop la répartition 50-50. En fait, pour moi, c'est plutôt Ouais, c'est une... pas possible, hein. En fait, mais attention, quand je dis 50-50, je parle pas du capital. Pour moi, c'est ok d'être à 50-50, mais je vois pas dans quel monde tu peux te dire chacun va faire à peu près la moitié de ce qu'il y a à faire. Non, c'est en fait chacun une mission. Après, tu mets la valorisation que tu veux sur la mission, mais par exemple, moi, ça me dérange pas de m'associer avec un gars et qu'entre guillemets, lui ne fasse rien. Si par contre, je sais pas, lui il met 1 million sur le compte, tu vois. Mmh. Ah, je veux dire, si tu as 1 million sur le compte, c'est normal, c'est moi qui gère tout, t'as mis 1 million, tu vois. Moi, je suis pas capable de le mettre à l'instant T. À l'inverse, si je m'associe, je sais pas moi, avec quelqu'un qui n'y connaît rien dans l'immobilier, qui est pas spécialement finançable, mais qui veut apprendre, il y a pas de souci, je vais lui donner les informations, mais par contre, faut qu'il mette la main à la pâte. Entre guillemets, moi, je serais vraiment un deuxième support derrière. Tu vois, il y a différentes manières de le voir. Alors que de l'expérience qu'on en a dans les entreprises où j'ai vu que ça s'est mal passé, franchement, c'était toujours des trucs où Heu, comme ils y passaient du temps, ils étaient en mode, tout le monde doit faire exactement la moitié. Mais du coup, c'est pas des bonnes associations, tu vois ce que je veux dire? En mode, moi j'ai vu des notaires se séparer plusieurs fois.
Ah ouais, J'ai plusieurs carrément. exemples d'études notariales qui se sont mal passées. Même, je me suis rendu compte qu'il y avait un game dans les notaires, c'est-à-dire que quand les notaires ne s'entendent pas bien, ils peuvent switch d'études. C'est-à-dire qu'ils sont associés dans l'étude A, par exemple, ça se passe pas bien. Ils vont aller voir une étude B où pareil, ça se passe pas bien, et les deux associés vont échanger. Ils vont se revendre les parts l'un à l'autre. Ah d'accord, OK. J'ai déjà vu ça. OK. J'ai déjà vu ça. Et en fait, c'est surtout que ils s'associent un petit peu pour les mauvaises raisons, parce que quand des notaires s'associent, c'est avant tout parce que tu peux peut-être pas créer ton étude tout seul, parce que comme c'est une profession réglementée à numerus clausus, bah tu peux pas faire une étude où tu veux. Ils veulent des fois mutualiser les clientèles. Le problème, c'est que si les clientèles sont pas équivalentes, si la manière dont les nouveaux dossiers sont rentrés, les anciens peuvent avoir l'impression qu'ils ralassent un peu trop le nouveau notaire. Si pareil, les anciens sont un peu vieux, ils sont du genre à faire 80 heures semaine, et que le nouveau a peut-être envie de travailler un peu moins parce qu'il a pas envie de se tuer au boulot, bah ça pareil, ça peut faire grincer des dents. J'ai vu aussi des associations qui sont mal passées, tout simplement parce que des fois l'un des associés avait changé de vie. C'est-à-dire changer de vie, Bah genre, j'ai un exemple d'une association qui s'est mal passée dans une boîte dans l'immobilier, où un des associés est parti parce qu'en fait il a gagné au loto, ah! et qu'en fait il l'a pas dit à ses associés. Mais il a gagné au loto, il a pas gagné genre 160 millions, tu vois, il a gagné genre 1 million d'euros. C'est déjà très bien de Bah, gagner 1 c'est million bien, d'euros. ouais. Surtout qu'il avait genre 38 ans, 37, 38 ans, un truc comme ça, donc relativement jeune. Et en fait, bah forcément, quand il a gagné son million, il a un petit peu débloqué. Parce que OK. du coup, il savait pas trop quoi en faire. Il s'est dit putain, mais je peux faire des dizaines de choses, etc. Et je pense que en fait, il avait eu un peu l'ascenseur social de je travaille dans une boîte, je suis salarié, puis on m'associe après. Il s'est dit mais en fait, j'ai plus besoin de cette boîte-là. Du coup, je pense il a fait un petit peu moins de choses, ou en tout cas, il avait moins la barrière mentale de se dire j'ai absolument besoin de ce job. Et du coup, l'association s'est assez mal finie là-dessus. Surtout qu'en plus, moi, j'étais le banquier d'affaires qui conseillait à la fois L'un et enfin l'autre. qui conseillait tous les associés. Du coup, ils me racontaient tous les choses les uns les autres, ils essayaient tous d'avoir des infos entre eux, et c'était des fois un petit peu embêtant parce que bah je suis soumis à la confidentialité, et De dire oui, j'avais pas envie d'être source de conflit entre eux, tu vois. Mais bon, quand ils t'appellent et que te demandent des choses, tu peux difficilement leur dire non, ou alors bon, tu leur dis bon, je te dis ça, mais tu te fais en sorte que ça reste entre nous. ça reste entre nous, tu vois. Donc ouais, j'ai déjà vu des trucs. Après, savoir le pourquoi du comment. Bon, Ouais, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Il y en oui. a pas un qui a raison et l'autre qui a tort, tu Et vois puis ce que toi aussi, quand tu étais expert comptable, je veux dire, nous, on est des métiers du conseil de l'extérieur. Déjà, quand ils nous disent des choses, ils nous disent pas tout. Et puis nous, on n'a pas la légitimité de leur poser des questions, tu vois. ouais. Franchement, je sais pas toi, mais moi je m'en fiche un petit peu pour ça Oui, en aussi, plus tu aussi, vois? en plus aussi. Mais oui, moi ce que j'ai vu par contre des associations qui fonctionnaient bien, souvent c'était, entre gens de même famille mais ascendant, descendant. Tu vois, papa avec, le fils ou des trucs comme ça. Ouais, Frères et sœurs, pas trop. Ça, c'est vrai que ça marchait pas spécial enfin moi en tout cas à chaque fois ça marchait pas super ouais, bien et sinon, des gens qui étaient pas spécialement amis. En fait, ils entretenaient pas de vie, dans la vie privée, ils se voyaient pas en fait, ils ne se côtoyaient que au travail. que au Ils travail s'entendaient bien. et ils s'entendaient bien. Ouais, enfin, ça, Mais c'est sans pas. sans plus d'affinité que ça. Je sais pas Ouais, comment dire, genre forcément une petite affinité sur le business, mais pas amis. pas amis, voilà. Je sais pas comment dire, Moi, ça me choque pas. T'es pas obligé d'être forcément associé avec tes amis, ou de devenir ami avec tes associés. mmh. En fait, il y a plein de raisons pour lesquelles tu t'associes. En plus, honnêtement, je pense que chaque association, chaque secteur, chaque business est différent. Ouais, il y a de ça aussi, ouais. Tu vois, typiquement, on pourrait s'imaginer, je sais pas moi, on pourrait s'imaginer s'associer avec, je sais pas moi, un investisseur IMO dans un autre pays qui lui voudrait diversifier en France, nous voudrait diversifier dans ce pays-là, par exemple. On se verrait peut-être pas souvent, on aurait chacun des missions qui sont très autonomes et très différentes. Bon, on deviendrait peut-être pas forcément amis, tu vois. Après, c'est normal d'aller manger et de faire un point avec ses associés, mais je veux dire, bon, est-ce qu'on l'invitera à Noël? Sans doute pas, quoi. Ouais, voilà, OK. Pourquoi s'associer? Je pense qu'on l'a déjà dit là dans l'épisode de la semaine dernière, en tout cas avec votre, partenaire de vie. Mais pourquoi s'associer avec quelqu'un d'extérieur, Pour moi, il doit t'apporter quelque chose que tu n'as ouais, pas. moi aussi. C'est-à-dire que l'association, c'est pas un plus un, c'est un multiplicateur. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'association, tu dois pas juste faire 2 fois plus, tu dois faire 4 fois plus. Sinon, il y a pas d'intérêt, en Sinon, fait. c'est pas intéressant. Et en fait, c'est que tout le monde, quand il se lance, là, on va parler surtout de l'immobilier, je Oui, pense. je pense que c'est ce qui C'est nous ce qui intéresse intéresse. un peu le plus nos auditeurs. En fait, tu pars jamais avec toutes les cartes. Mmh. Ou alors tu pars avec toutes les cartes, t'as pas besoin de t'associer. Mais si par exemple, il te manque du financement, bah, tu as besoin de t'associer avec quelqu'un qui est finançable, mais qui a peut-être pas de temps à consacrer à l'immobilier.
Moi, j'en ai, hein, j'en vois des profils, et surtout des fois je vois les deux. Je vois les profils où entre guillemets, ils ont les crocs, ils veulent faire énormément d'immobilier, mais ils ont le profil bancaire qui est compliqué. Du coup, ils sont très capés par leur capacité à trouver des prêts. Et je connais plein de gens qui veulent faire de l'immobilier, mais ça intéresse pas. En fait, ils veulent faire de l'immobilier parce que c'est une diversification patrimoniale. Ils sont quand même suffisamment intelligents que pour pas aller voir un CGP ou un banquier qui va lui faire acheter une connerie. Et juste, ils ont pas la capacité, pas l'envie d'acquérir les compétences pour le faire tout seul. Mais ils sont là en mode, en fait, moi, si tu veux, je gagne 200 000 par an. Mon boulot, ça me va. L'immobilier, ça me parle pas plus que ça, mais je veux de l'investissement IMO. Du coup, entre guillemets, j'ai besoin de quelqu'un qui va faire le job pour moi. Et en fait, toi, tu peux très bien être ce quelqu'un si toi, t'es pas finançable, ou tu t'occupes de tout et l'autre, il apporte les frais de notaire et il s'occupe du financement, tu vois. Ouais, ok, ouais. Ou alors, tu peux aussi imaginer, toi, tu sais trouver des bonnes affaires, tu sais les négocier, tu sais les faire financer. Il y a des travaux à faire, tu veux pas gérer les travaux, tu sais pas gérer les travaux, tu sais pas faire les travaux. Et t'as quelqu'un qui, lui, c'est peut-être pas, tu sais, moi, j'en vois plein et des fois, c'est pas, comment dire, alors, des fois, ça arrive que tu vois, t'as des gens dans le bâtiment qui soient très capés niveau raisonnement, niveau chiffres, mais ça arrive très souvent que les gens qui sont très manuels, les chiffres, etc., ça leur parle pas trop. Les papiers, ça leur fait peur. Les artisans, classiquement, tu vois. Mais eux, ils sont bons de leurs mains, mais souvent, quand un artisan, il investit pas, c'est pas que il a peur d'investir ou qu'il s'est jamais posé la question, c'est qu'en fait, il a peur des papiers, de l'administratif, des chiffres et il sait pas comment Et il calculer, pense tu que vois. c'est trop galère, Et ouais. il pense que c'est trop galère. Donc, entre guillemets, toi, t'apportes cet aspect un peu intellectuel des papiers de l'administratif, et lui, il apporte l'expérience, l'expertise, travaux, peut-être la capacité à faire une partie lui-même. Vous avez toutes les chances pour faire des OP de fou. Par exemple, là où ça peut être pertinent aussi dans l'IMO, c'est ceux qui ont de l'expérience en marchand de biens. Il y a énormément de choses à savoir quand t'es marchand de Ouais. biens. Et en fait, alors imagine t'as les fonds ou pas, en fait rien que t'associer avec quelqu'un qui maîtrise, même si c'est toi qui gères après, tu vois, et qui te donne un peu comme si tu disais toi, si tu devais t'associer, en fait toi t'as l'expérience, lui aussi son XP en fait elle vaut vraiment le pourcentage qu'il va prendre dans les gains à la fin, quoi. Ouais. Donc ça c'est vrai que c'est intéressant et ça permet de faire des croissances ultra rapides aussi. Tu vois, quand t'es tout seul, en fait, tu vas pas aussi vite que quand t'es à 2 ou 3. Donc ça, je pense que c'est pertinent aussi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Peut-être partager les risques aussi. Oui, Moi, je vois pas trop après, en tout cas dans l'immobilier. Dans l'entrepreneuriat, c'est différent. Mais dans l'immobilier, il n'y a pas spécialement de risque. Enfin, il n'y a pas spécialement de risque. À moins qu'il y ait vraiment une bourde que personne n'a vue, ni les notaires, ni oui. les assos et quoi. Oui, c'est-à-dire que en vrai, Je vois pas ce qui peut arriver. t'as toujours un truc, t'as une toiture mal anticipée qui te coûte 50 000 balles, tu vois, t'as des risques financiers, mais qui sont en soi le vrai risque financier dans l'immobilier, il est sur tes 3 premières opérations. Oui, C'est après, là c'est où tu dois fini. pas te péter la gueule. Une fois que t'as dépassé ce truc-là, regarde, il nous est arrivé des tuiles qui nous ont coûté pas loin de 50 ou 100 000 quand tu fais le calcul travaux plus loyer perdu. Ouais. Bon, en fait, quand t'as dépassé un certain plafond, tu sais qu'il peut à peu près tout se passer. Ok, ça va niquer ton cash flow d'une année, mais tu t'en sors, quoi. Ouais. Et par contre, ce que je trouve intéressant dans l'association, ouais, c'est un peu le partage de la charge mentale. On en a parlé un peu la semaine dernière sur l'aspect couple, mais c'est vrai que quand t'es deux dans un truc, juste à un moment donné, quand tu prends un peu trop la sauce et que ça commence un peu à te, à te monter, à te secouer le cocotier, comme on dit, tu vois, tu téléphones à l'autre, tu dis bon, mais voilà, on a ça et ça comme problème, t'en penses quoi? Et juste des fois faire ça, mentalement, ça va vous faire du bien. L'autre, il aura peut-être un esprit neuf. Oui, un peu plus de rame aussi. Un peu plus de rame, il va peut-être soit te récupérer un problème, soit te trouver une solution facilement. L'immobilier, ça marche énormément par contact. Et en fait, plus vous êtes nombreux à faire une opération, plus vous avez de contacts. Ça peut être des artisans, ça peut être des banquiers, ça peut être des fonctionnaires, ça peut être juste des gens qui ont peut-être la réponse. Nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on connaît énormément de gens. Et entre guillemets, c'est un peu une de nos forces dans l'immobilier, c'est que si demain on a une galère et qu'on est vraiment là en mode je sais pas comment régler le truc, on aura toujours quelqu'un à qui appeler, à qui demander conseil ou juste, on va lui parler du problème, on va le faire parler et ça va nous aider à réfléchir plus vite, quoi. Et ça, c'est un truc où quand tu chopes un associé, potentiellement lui, il peut l'avoir. Ouais, par exemple, tu sais à qui ça me fait penser, parce que Julien connaissait quelqu'un qui travaillait qui avait en tout cas des contacts dans les logements sociaux, et c'est comme ça qu'on s'est dépêtré de notre arrêté d'insalubrité parce qu'on a pu reloger la locataire qui avait pas son dossier à jour depuis 10 ans. Et en fait, un associé comme lui, en vrai, c'est quand même bien pratique, tu vois, parce que lui nous a sorti de là plutôt facilement, je dirais, parce que il a passé, je pense, 4 coups de téléphone à peine, tu vois.
et ça lui a fait plaisir et en fait il nous demandait rien, genre on va quand même aller lui payer un resto, tu vois. Mais ça c'est bien pratique quand même. Après lui il était plus âgé aussi. Tu vois, est-ce que s'associer avec quelqu'un de plus âgé pour le réseau, ça peut le faire aussi? Ça peut, tu vois, c'est toujours pareil Parce qu'on dans. a 7 ans d'expérience, maintenant notre réseau il commence à être un peu rodé, mais au début à 20 ans on n'avait personne, hein, pour le coup. Bah, tu vois, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui est très gros, entre guillemets, dans un peu le game investissement, indépendance financière, etc., c'est Yann Darwin. Et lui, quand il raconte son histoire, c'est toujours un peu pareil. C'est que quand il s'est lancé, il a eu la chance de pouvoir s'associer avec un marchand de biens qui était un peu plus âgé que lui, qui avait plus le temps de tout gérer, qui avait besoin d'un jeune qui allait l'aider. Et en fait, il a fait beaucoup d'opérations avec lui, il a pris tout l'immobilier avec lui. Après, ils sont séparés au bout d'un moment donné, mais ça l'a un peu lancé comme ça. Donc effectivement, aller avec quelqu'un de plus âgé, ça peut être une solution. Maintenant, je dirais que c'est un peu le cas le plus rare, tu vois. Je vois pas énormément. En général, on s'associe plutôt avec quelqu'un de son âge, parce que quand on va arriver justement sur un peu comment choisir le bon associé, tu vas avoir une notion de vision commune qui est plus compliquée à avoir quand tu es avec quelqu'un de plus âgé. Bah d'ailleurs, nous on le voit, quand on peut parler par exemple, je prends nos parents parce que c'est le plus probant, tu vois? Bah, c'est vrai que des fois ils comprennent pas toujours, Ouais. ce qui peut nous tracasser ou ce Ouais. qui peut, ils sont là en mode: «Ça va passer». Oui, mais en fait, sur le moment, c'est quand même douloureux, Ouais. quoi. Donc oui, effectivement, les problèmes de vision, ça peut être un truc. Donc quand on reprend les critères de comment bien choisir un associé du coup, je pense qu'il faut avoir quand même une vision plus ou moins commune. Pas la peine de se projeter, dans vos vies privées et cetera pour savoir si ça va le faire ou pas, mais plutôt, au moins sur le projet que vous avez en commun, être plutôt alignés, pas de revente. Tu vois la revente typiquement, est-ce qu'il y en a un qui veut le garder 5 ans, l'autre qui souhaite plutôt le garder, jusqu'au bout du crédit, tu vois? C'est le genre de choses où je pense qu'il faut vachement discuter à l'avance. Je te dirais même plutôt que vision, moi j'appellerais ça stratégie, même Ouais, stratégie en stratégie, c'est fait. vrai que c'est un peu mieux. Parce que tu vois, la vision, c'est trop large. En fait, tu peux t'associer avec quelqu'un, vous avez peut-être pas la même vision sur tout. Bon, c'est quand même important que tu t'associes avec quelqu'un, d'avoir je dirais des façons de vivre en commun sur l'honnêteté, sur le rapport à l'argent, sur l'appréciation du risque. C'est des choses qui sont un peu nécessaires. Mais moi, plutôt que la vision, parce qu'il y en a un qui peut très bien avoir une vision en mode je veux faire 15 OP en 5 ans et l'autre en mode 3 OP, ça me va. De toute façon, l'autre, il a peut-être pas dit qu'on allait faire les 15 OP ensemble, tu vois. Mais au moins avoir une stratégie. Ok, on sait que cet immeuble-là, on l'achète, on va le garder probablement 5 ans. L'idée, c'est qu'il nous crache du cash. Ce cash-là, ça va nous servir d'apport pour les prochaines OP. Ok, je sais qu'on va emprunter sur 20 ans. Tu vois, c'est des choses basiques de stratégie. Pour moi, ça, c'est super important. Est-ce que je veux récupérer mon argent de suite ou est-ce qu'effectivement je veux le capitaliser dans la société pour qu'on rachète un truc? Ça, c'est des questions. Il faut vraiment que ce soit clair dès le début pour tout le monde et qu'il n'y ait pas de friction par la suite parce que effectivement, s'il y en a un qui veut récupérer son apport, ça va bloquer pour la suite, quoi. Complètement. Peut-être, ça, je pense, c'est le critère le plus important pour moi, c'est du coup être complémentaire. Tu l'as dit au début de l'épisode, mais ne faites pas la même chose. En fait, vous allez perdre votre temps et vous allez, je pense, étaler le risque au final. Alors que quand vous êtes complémentaires sur des choses, c'est là où on voit la vraie valeur ajoutée et le risque, en vrai, qu'il y ait une bourde, est quand même vachement plus bas. Tu vois, quand il y en a un qui maîtrise, par exemple les travaux, l'autre, tout ce qui est le juridique et cetera, en fait, vous déjà sur le panel de risques, de choses qui peuvent mal se passer, il y a déjà une bonne partie qui est Il y a déjà un enlevée, bon quoi. tri, effectivement. Donc ça, la complémentarité, c'est essentiel et on vous l'a dit dans l'épisode de la semaine dernière, ne travaillez pas en même temps, c'est-à-dire ne faites pas les mêmes choses en même temps. Il y en a un qui s'occupe des visites, l'autre de l'état des lieux s'il faut, il y en a un qui s'occupe de choisir. Il faut pas être à deux sur la même tâche parce que ça, c'est contre-productif, je trouve. Complètement. T'en as un autre? Pour moi, c'est important de quand même être un peu aligné sur l'état d'esprit et en fait, quand tu t'associes avec quelqu'un, il faut communiquer. On en parlait pour le couple la semaine dernière, mais n'importe quel associé, il faut communiquer. D'ailleurs, souvent, on l'a vu d'expérience, les associations qui se passaient mal, c'est parce qu'il y a un manque de Ouais, communication. énorme, c'est à chaque fois C'est comme toujours ça. classique, mais de toute façon, les désaccords entre humains sont souvent des manques de communication, de compréhension. Et c'est important de savoir un peu avec qui vous associer au niveau de... toujours pareil, c'est quand tout va bien, c'est facile, mais quand ça commence à aller mal, sous stress, sous désaccord, comment la personne elle se comporte. Si vous avez quelqu'un qui ne supporte pas la contradiction et que dès que vous essayez de lui expliquer que vous n'êtes pas d'accord avec lui, il pète il pète son crâne. Bon,
c'est peut-être pas le meilleur associé que vous pourriez avoir. Tu vois, faut plutôt quelqu'un de réfléchi, de posé. Par contre, moi, si je veux un associé, je veux pas non plus quelqu'un qui me dit oui à tout, tu vois, parce qu'en fait, un associé doit aussi être capable de dire non. Mais du coup, ça veut dire que tu dois à la fois avoir quelqu'un qui est capable de te dire non et quelqu'un qui est capable d'accepter quand tu dis non. Pour moi, ça, c'est un peu compliqué. Après, là, on parle vraiment d'association parfaite. Je veux dire, faut toujours se souvenir, on parlera un peu plus tard de que faire quand ça se passe mal, mais voilà, globalement, vous êtes là, quand vous associez pour un investissement IMO, vous êtes là pour gagner de l'argent. Globalement, si vous revenez toujours à l'idée de base qui était faut qu'on gagne de l'argent, je vois pas quel désaccord pourrait venir exploser le truc, quoi. Ensuite, il y a peut-être tout ce qui est fiabilité, mais ça rejoint peut-être un petit peu ce que tu disais. Ouais, voilà, si vous avez votre copain Jojo qui a une tendance à faire des trucs un peu, comment dire, un peu foufou, etc. dans sa vie déjà perso, ça donne une bonne indication de comment ça risque de donner d'un point de vue pro. Même si vous le voyez dans sa vie pro, par exemple, est-ce qu'il honore ses rendez-vous? Est-ce que les clients sont contents? Tu vois, ou le patron, est-ce qu'il est content? Ce genre de choses, c'est des trucs à prendre en compte. Et je pense que il faut être d'accord sur ce qu'on disait un peu au début sur la manière de voir les finances, etc. Est-ce que je pense à l'espèce, hein. Je dis pas qu'il faut encaisser les trucs en espèces, mais des fois vous allez voir que ça peut arriver qu'un locataire veut vous payer en espèces. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le dépose sur le compte? Est-ce qu'il y en a un qui le garde? Est-ce que tu vois, c'est le genre de choses où faut être assez d'accord et se tenir l'un et l'autre au courant de ce qui se fait, tu vois. Il y en a, je me rappelle des associés, il y en a, ils avaient aucune idée de ce qui se passait sur les comptes des sociétés. Ouais. J'étais là: «Comment est-ce que vous pouvez ne pas regarder vos comptes?» «Ah oui, tu là, ah bah, c'est pas moi qui gère». Ouais, bah, en fait, s'il se barre avec les sous, vous l'avez dans le baba, comme on dit. Donc ça, ouais, essayez d'avoir quand même quelqu'un qui est plutôt fiable de manière, professionnelle et personnelle. C'est-à-dire quelqu'un qui répond au téléphone, qui traite ses mails, voilà, qui avance un peu dans sa vie. Non, tu pas d'accord? Si, si, Il me faisait un signe, c'est pour ça j'ai cru que je me disais non. Ah non, non, pas du tout. Non, non, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est ce que je disais quand, en fait, il faut être aligné. Si vous avez pas les mêmes valeurs, ça ira pas. Mmh. Là, on va voir un petit peu comment structurer l'association. Pour moi, je pense que c'est un peu important de savoir comment tu formalises. Déjà, pour moi, c'est la base, c'est que quand tu t'associes, tu crées une société, soit une SCI, une SAS, en fonction de ce que tu fais, en fonction de ton projet. Mais les associations d'indivision, faut oublier, parce que l'indivision, c'est un mauvais cadre juridique. Autant sur l'aspect s'entendre avec son associé, bon, une SCI, une société, une SAS, ça sera toujours mieux. Mais le gros problème pour moi de l'indivision, c'est le décès de son associé. C'est toujours pareil, hein, faut voir un peu le pire. La plus grosse galère, je pense, que vous pouvez avoir en termes de gestion avec un associé, c'est s'il décède, parce que vous vous retrouvez avec ses héritiers. Et là, ça peut, entre guillemets, un peu tout bloquer ou complètement venir ruiner ce que vous aviez mis en place. C'est pour ça que créer une société, c'est important là-dessus, parce qu'au moins, les héritiers sont associés de la société, récupéreront les droits, mais entre guillemets, ils ne pourront pas décider de tout arrêter du jour au lendemain, alors que l'indivision, Ouais. c'est le cas. Mmh. Pour moi, c'est important de formaliser un peu comment vous répartissez les choses. Donc déjà le capital, vous pouvez faire 50-50 ou pas. Je pense que ça va dépendre un peu des cas. Par exemple, moi, ça me paraît pas toujours pareil, hein, mais par exemple, imaginons nous on fait une opération avec quelqu'un qui vient déposer énormément d'argent. Tu vois, par exemple, on fait une opération à plus d'1 million avec quelqu'un qui vient bosser 500 000 euros sur le compte de la SCI. Moi, ça me paraîtrait pas déconnant qu'on soit, par exemple, à moins de 50%, tu vois. Même si on amène Ouais, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. tout l'aspect connaissance, recherche de biens, En fait, etc. son risque est plus élevé que le Son nôtre, risque tu est vois? plus élevé que le nôtre et en fait, on s'enrichira de fou furieux parce que c'est une très grosse opération et c'est quand même lui qui prend le risque financier à la fin. Donc, entre guillemets, si on n'est pas à 50-50, ça nous choquerait pas. Après, je veux dire, on va pas travailler pour 10% non plus, tu vois. Il y a un moment donné, faut réguler. Mais imaginez que par exemple quelqu'un vous propose de vous associer dans une boîte qui à la fin pourrait valoir plusieurs millions d'euros, même si vous avez quelques pourcents, ça vaut quand même le coup, tu vois. Donc je pense qu'il faut toujours réfléchir comme ça. Moi j'ai souvent l'anecdote, quand j'étais banquier d'affaires, j'avais un de mes clients, un jeune notaire, qui avait eu un bien qui était très intéressant, des locaux commerciaux qui étaient très gros, je pense qu'il y en avait pour 15 millions d'euros, il voulait les acheter tout seul. OK. En fait, il m'avait demandé, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez apporter 10%? Il m'avait dit, non. J'ai dit, là, on va pas pouvoir vous suivre. Et je lui avais dit, mais pourquoi vous associez pas avec, parce qu'en plus, il est notaire, il doit connaître plein de gens qui ont du fric. Je lui ai dit, pourquoi vous associez pas avec quelqu'un? Et il me dit, non, franchement, moi, ça m'intéresse pas d'être à 50%, c'est pour mes vieux jours, pour ma retraite, etc. Je lui dis, en fait, vaut mieux que vous ayez 50% de 15 millions que 100% de zéro, quoi.
Je sais pas s'il l'a fait, je sais pas s'il a écouté mon conseil parce que on n'est pas allé au bout de l'opération et après moi j'ai quitté, c'était sur la fin de mon CDI, donc je sais pas ce qu'il a fait après. Mais voilà, moi c'est toujours une chose, c'est que ça me dérange pas d'être associé si c'est une très grosse opération et que quoi qu'il arrive à la fin je récupère un bout du truc, tu vois. Ensuite, sur l'aspect strictement de gérer qui doit faire quoi, vous pouvez le formaliser soit dans les statuts, soit via un pacte d'associés. Ça se fait. Moi, je suis pas un grand partisan de ce genre de choses. C'est peut-être moi, c'est mon défaut. Autant j'ai fait des études de droit et j'ai toujours tendance, c'est normal, à voir le pire. Autant sur l'aspect négociation et comment dire Gestion des tâches, etc. non, mais écrire toutes ces choses-là. Ah. Moi, je reste partisan que la négociation, c'est la première règle face au conflit et que de tout baquer avec des pactes d'associés, des clauses et compagnie, ça te protégera pas si un jour ça doit partir en couille. Oui, puis après, comme tout dans la vie, on se fait une idée de comment quelque chose va se dérouler. Souvent, ça se passe pas exactement comme ça, donc faut Ouais. s'adapter en fait en Et permanence. des fois, ça peut être pire. Moi, j'ai une anecdote, elle vient de me revenir à l'instant, ça va être un peu marrante. J'avais comme ça dans une SCI 2 couples qui s'étaient associés pour acheter un bien immobilier. Et Sur l'histoire qui vient d'arriver. ah ouais, de fou. Et en fait, un des couples s'est séparé et le couple restant s'est entendu avec la femme de l'autre couple qui s'est séparé pour forcer le dernier à vendre. Parce que lui, il voulait garder le bien et eux, ils voulaient vendre pour récupérer leur billes. Et du coup, il a pas eu le choix, lui. Il a pas eu le choix, il était oui, minoritaire, du coup, il avait 25% des parts de la SCI. ça va, mec. Donc vous voyez, et ça, avec tous les packs d'associés que vous voulez, vous auriez pas pu prévoir, l'anticiper. Donc c'est pour ça que plus vous allez formaliser des choses compliquées, plus si ça part en couille, vous avez besoin d'avoir besoin des avocats, et en fait c'est les avocats que vous allez enrichir, quoi. C'est ça. Donc moi je préfère toujours, encore une fois, toujours revenir à l'idée de base. Quand vous associez avec quelqu'un, c'est pour gagner du fric. Si à un moment ça se passe mal, il faut revenir là-dessus. Est-ce que vous êtes encore en capacité d'en gagner? Est-ce que vous voulez encore travailler avec cette personne-là? Oui, non, et en fonction, vous essayez de récupérer vos billes, un point barre. Bah, la manière amiable, je pense que c'est la plus simple, hein, de faire une Largement. vente et voilà. Et si il y en a un qui veut récupérer, en fait, Ouais. qui rachète les parts des autres. Ah, bizarre, pas possible, il Ouais. retourne en fait. Tu vois, par exemple, moi, ce qui est plus important que vouloir absolument faire des pactes d'associés, faire toutes sortes de clauses qui permettent de protéger les uns les autres, je pense qu'établir très clairement comment tu communiques et comment tu assures la transparence de ta société, c'est beaucoup plus important. À dire, c'est lui qui s'occupe du comptable, et il doit nous donner, une fois par an, les trucs. Ouais, et t'es au courant de ce qui se passe financièrement dans ta société. C'est-à-dire être capable de savoir à quel moment tu vas dire ok, ben regarde, là on a perdu un peu d'argent à cause de ça, là on en a gagné un peu plus à cause de ça, et que l'autre n'ait pas l'impression de découvrir des choses, parce que en fait c'est toujours pareil, un manque de communication qui va faire que l'autre va douter de votre honnêteté ou du fait que vous essayez de l'entuber ou j'en sais rien. Ça marche beaucoup dans les SAS quand vous êtes plusieurs associés et vous dépassez certains seuils de chiffre d'affaires, de total bilan, de salariés. Vous êtes obligé de produire des rapports, tu sais, le rapport de gestion, etc. Où en fait, tu dois raconter toute l'année comment est-ce que ça s'est passé, où est-ce qu'il y a eu des difficultés. Et ça s'appelle en fait la transparence de l'information. Ouais, C'est mais mon côté commissariat aux comptes qui ressort, tu mais vois. moi honnêtement je trouve ça pas très bête. pertinent, Bah ouais. même à petite échelle en fait. À petite échelle, parce que nous déjà on oublie ce qui s'est passé. Pas les grosses galères qu'on a eues, mais les petites galères qu'on a eues, en fait, on s'en rappelle même pas du début d'année. Donc, effectivement, c'est bien de se tenir au courant de tout ça. Surtout que c'est toujours pareil, hein, c'est ce que je dis toujours quand j'explique comment fonctionne la comptabilité, le bilan, et que je dis l'importance de garder les documents et de mettre les factures etc. À jour régulièrement. C'est qu'en fait, quand vous faites le bilan, je sais pas, par exemple, le bilan de l'année 2025, vous le ferez en avril 2026. Donc autant en avril 2026, je sais que je me souviendrai encore à peu près bien de ce qui s'est passé en octobre, novembre, décembre, mais ce qui s'est passé en janvier 2025, en avril 2026, je m'en souviendrai plus. Quand je fais les bilans à chaque fois en avril, là, pour l'année d'avant, je me dis là, tu me demandes ça maintenant, mais ça remonte à plus d'un an, je sais plus. Mais oui, c'est ça, parce que tu sais, mon cerveau, il filtre les trucs inutiles ou justement les trucs un peu désagréables, tu finis par les oublier, quoi. Je suis pas payée pour faire les bilans, donc un peu d'indulgence. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur l'association? Non, je pense qu'on est plutôt bien. Peut-être ce qui peut être intéressant à prévoir, c'est la sortie, mais tu vois, pas le prévoir par une
clause, mais plutôt le prévoir par une logique en mode savoir déjà à l'avance que si un jour vous avez plus le même projet, plus la même stratégie, surtout on en revient à l'idée de base, c'est avoir la même stratégie. Le jour où vous l'avez plus, comment vous sortez? Et le but, je pense que c'est de s'aligner sur la sortie plutôt que d'essayer absolument de mettre des clauses là-dessus. C'est-à-dire que globalement, pour moi, une association dans l'immobilier, ça voudrait dire que vous savez que le jour où ça va plus entre vous, ou entre guillemets, que vous n'avez plus la même stratégie, comment vous organisez la vente en termes de stratégie. Ok, est-ce qu'on va vendre tout de suite? Est-ce qu'on vend au marché? Est-ce qu'on vend à prix cassé? Est-ce que on laisse en gestion et on laisse les prêts courir dans le temps? Tu vois, je pense que s'aligner là-dessus, ça peut permettre que le jour où ça va mal et que entre guillemets vous voulez plus parler à votre associé, vous savez qu'entre guillemets voilà, à la limite vous laissez les biens en location, il y a une agence qui gère les locataires, un expert comptable qui fait la comptabilité, vous avez quasiment plus de contact à avoir, celui qui a mis des billes pour les récupérer au fur et à mesure, et voilà, on en reste là. Ou alors à l'inverse de savoir, ok, ça commence à se passer mal, ou juste il y en a un qui a d'autres projets, ok, on va commencer à vendre. Puis on récupère à hauteur des apports et après à Exactement. égalité. Ouais, effectivement. Bon, on espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous savez maintenant bien choisir vos associés. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, ça nous aide pour l'algorithme, à nous rejoindre sur Quitte le Boomer Dream et La Flouserie sur Instagram, où on vous partage un peu notre quotidien d'investisseur. Dernière chose. J'étais sûre que tu allais faire ça. Bah oui, c'est qu'on a quand même sorti une masterclass sur les locaux commerciaux. Donc, si jamais vous ne l'avez pas encore écouté, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bio et vous la recevrez directement. À la semaine prochaine. Salut, ciao. Ciao.